La porte du manoir s'ouvrit avec un léger clic à 3 heures de l'après-midi, un mardi ordinaire. Helena Westwood entra dans le hall de marbre, ne portant qu'un petit sac de marque et la fatigue de quelqu'un qui était rentré plus tôt d'une réunion annulée. L'entrepreneuse de 42 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de la côte est, retira ses chaussures à talons et soupira de soulagement. Enfin quelques heures de paix avant que Richard ne rentre du bureau. Mais quelque chose n'allait pas. Un son étouffé provenait du 2e étage. Des voix. Helena fronça les sourcils et avança pieds nus vers l'escalier, chaque pas silencieux sur le sol froid. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas un jour de visite. Richard était en voyage d'affaires. La seule personne qui devait être à la maison était Carmen, la femme de ménage qui travaillait pour elle depuis seulement 6 mois. « Tu es sûr qu'elle ne va pas arriver maintenant ?» La voix était masculine, grave, anxieuse. « J'en suis sûr. Elle rentre toujours après 6 heures. » La réponse vint à voix basse, mais Helena la reconnut immédiatement. C'était Carmen. Un frisson parcourut l'échine de l'entrepreneuse. Des voleurs? Une liaison de la femme de ménage à l'intérieur de sa maison? Helena monta encore 3 marches, le corps tendu, prête à crier, à appeler la police, à faire n'importe quoi pour protéger son foyer. C'est alors qu'elle vit. Carmen se tenait à la porte de la chambre principale, la chambre d'Helena, tenant quelque chose dans ses mains. Un homme, de dos, manipulait quelque chose sur le lit. Helena ouvrit la bouche pour crier, mais avant qu'aucun son ne sorte, Carmen tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Ce qui se passa ensuite allait tout changer. Carmen lâcha ce qu'elle tenait et courut vers Helena à une vitesse effrayante. L'entrepreneuse recula, la panique l'envahissant, mais la femme de ménage fut plus rapide. Elle saisit le bras d'Helena avec force et murmura désespérément, les yeux écarquillés d'une peur authentique. « Tais-toi. Ne dis rien. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bruit. » Helena tenta de se dégager, confuse, effrayée, furieuse. « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Qui est cet homme? Je vais appeler la police tout de suite. » Mais Carmen serra encore plus fort son bras, ses ongles s'enfonçant dans la peau. Des larmes emplissaient les yeux de la femme de ménage. « Madame Helena, s'il vous plaît, faites-moi confiance. J'essaie de vous sauver la vie. Si vous faites du bruit maintenant, nous allons mourir toutes les deux. » Le monde s'arrêta. Helena regarda Carmen, puis le couloir, puis l'homme qui était toujours de dos dans la chambre. Rien n'avait de sens. Lui sauver la vie? Mourir? C'était de la folie. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Carmen, dans le désespoir réel peint sur son visage, qui fit hésiter Helena. « Explique. Maintenant. » murmura Helena, la voix tremblante. Carmen tira Helena dans un coin de l'escalier, hors de la vue de la chambre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parlait vite, presque sans respirer. « Votre mari essaie de vous tuer. Il m'a offert 50 000 $ pour mettre du poison dans votre nourriture au cours des 2 prochains mois. Un poison lent, qui imite une crise cardiaque. Il veut que ça paraisse naturel. » Helena sentit ses jambes se dérober. Cela ne pouvait pas être vrai. Richard? Son mari depuis 15 ans? L'homme avec qui elle avait construit un empire? L'homme qui dormait à ses côtés toutes les nuits? Vous mentez. C'est ridicule. Vous essayez de me faire chanter ou... J'ai des preuves. Interrompit Carmen en sortant son téléphone de la poche de son tablier. Il m'a envoyé des messages. Des audios. Des virements bancaires. Tout est ici. Et cet homme là-haut? C'est un enquêteur privé que j'ai engagé avec mon propre argent. Nous recueillons des preuves de tout ce que votre mari a planifié. Helena prit le téléphone d'une main tremblante. À l'écran, des messages provenant d'un numéro qu'elle connaissait très bien. Le numéro personnel de Richard. Les mots étaient froids, calculés, monstrueux. Il faut que ce soit discret. Rien qui éveille les soupçons. 2 mois au maximum. Après ça, elle fera un malaise et je garderai tout sans avoir à partager lors du divorce. Helena lut et relut. Chaque mot était un coup de couteau. Il y avait d'autres messages. Des détails sur les dosages. Des instructions sur la façon de mélanger le poison à la nourriture. Des promesses de paiement. Et ensuite, des audios. La voix de Richard, inconfondable, parlant d'elle comme si elle était un problème commercial à résoudre. Elle a tout signé à son nom. Si elle meurt de cause naturelle, je prends le contrôle de l'entreprise sans complication. C'est propre. Efficace. Les larmes arrivèrent avant qu'Helena ne puisse les retenir. Pas de tristesse, mais d'une colère si profonde que tout son corps se mit à trembler. 15 ans. 15 ans de mariage, de confiance, de construction d'une vie ensemble. Et il voulait la tuer pour de l'argent. Carmen posa délicatement la main sur son épaule.
Je sais que c'est impossible à croire. Moi non plus je ne voulais pas y croire quand il m'a contacté il y a 3 semaines. Mais je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pas avec vous. Elena essuya ses larmes avec rage. Pourquoi n'êtes-vous pas allé directement à la police? Parce que votre mari a des amis puissants. Des avocats, des juges, des policiers. Il m'a dit que si je parlais à qui que ce soit, je serais expulsé. Ma famille au Mexique serait menacée. Je suis clandestine, Madame Elena. Je n'ai aucun pouvoir face à un homme comme lui. Carmen inspira profondément. Alors j'ai décidé de réunir des preuves d'abord. Des preuves que personne ne pourra ignorer. Et aujourd'hui, pendant que vous étiez absente, je suis venu ici avec l'enquêteur pour installer des caméras et des micros cachés. Nous devons l'enregistrer en train de tout avouer personnellement. Elena regarda la femme de ménage avec un regard nouveau. Cette femme qu'elle connaissait à peine, qui nettoyait sa maison et préparait ses repas en silence, risquait tout pour la sauver. Pendant ce temps, l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours planifiait son assassinat. « Combien vous a-t-il déjà donné » demanda Elena, la voix encore tremblante. 10 000 $. Une avance. Tout est conservé. Je n'ai pas dépensé un centime. Ça servira de preuve. Carmen montra des relevés bancaires sur le téléphone. Il a fait 3 virements. Toujours depuis des comptes différents, toujours en petits montants pour ne pas éveiller les soupçons. L'enquêteur descendit l'escalier, un homme d'une 50aine d'années à l'allure discrète. Il fit un signe de tête à Carmen. Tout est installé. 4 caméras, 6 microphones. Nous allons tout capturer. Elena le fixa. Et vous êtes exactement qui? Daniel Foster. Enquêteur privé depuis 20 ans. Carmen m'a contacté il y a 2 semaines et m'a tout raconté. J'ai accepté l'affaire parce que j'ai déjà vu trop de crimes comme celui-ci rester impuni. Il lui tendit la main. Je suis désolé de ce que vous traversez. Elena serra sa main, essayant encore de tout assimiler. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous agissez normalement, répondit Daniel. Vous continuez votre routine. Vous continuez d'être l'épouse parfaite. Vous ne pouvez pas le laisser se douter de quoi que ce soit. Carmen va faire semblant d'avoir accepté l'accord et va commencer à mettre un placebo dans votre nourriture. Votre mari pensera que le plan fonctionne. Et pendant ce temps, nous enregistrerons chaque conversation, chaque mouvement, chaque preuve dont nous avons besoin pour le détruire complètement. Carmen prit la main d'Elena. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Mais vous devez me faire confiance. Nous faire confiance. C'est la seule façon de garantir qu'il ne s'en sortira pas impuni. Elena regarda les 2 personnes devant elle. Une femme de ménage pauvre qui avait tout à perdre. Un enquêteur qui pourrait être sur n'importe quelle autre affaire plus lucrative. Puis elle regarda le téléphone dans ses mains, les messages cruels de l'homme qui dormait à ses côtés. La décision fut plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Dites-moi ce que je dois faire. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez jusqu'à présent et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre avis est très important pour que nous puissions continuer à proposer des histoires comme celle-ci. Carmen et Daniel échangèrent un regard de soulagement. Mais aucun des 3 ne savait que le pire restait à venir. Car Richard ne travaillait pas seul. Et son plan était bien plus sombre que tout ce qu'il pouvait imaginer. Elena passa les 3 heures suivantes enfermée dans le bureau avec Carmen et Daniel, à examiner chaque détail du plan de Richard. Chaque message était plus perturbant que le précédent. Il y avait des tableaux, des calendriers. Il y avait même un document détaillant la façon dont il réagirait publiquement à sa mort, y compris le discours qu'il prononcerait à l'enterrement. Il planifie cela depuis au moins 6 mois. Daniel montra une série de mets imprimés. Regardez ici. Il a consulté 3 avocats différents sur la façon dont fonctionne le transfert de biens en cas de mort subite. Toujours en utilisant de faux noms, toujours en payant en espèces. Elena avait la nausée. 6 mois. Pendant qu'elle travaillait 16 heures par jour pour développer l'entreprise, pendant qu'elle planifiait un voyage d'anniversaire de mariage en Europe, pendant qu'elle dormait à ses côtés chaque nuit, Richard calculait froidement comment l'éliminer. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Carmen hésita en se mordant la lèvre. Il ne fait pas ça tout seul. L'estomac d'Elena se retourna. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre beau-frère, Thomas. Il est impliqué. Daniel ouvrit un autre dossier sur la tablette. Nous avons trouvé des messages entre eux. Thomas doit prendre la vice-présidence de l'entreprise dès que vous mourrez. Ils ont déjà tout partagé. Richard garde 60%, Thomas 40%. Elena dut s'asseoir. Thomas, le frère cadet de Richard, qu'elle avait elle-même embauché il y a 3 ans à l'insistance de son mari. Thomas,
qui avait toujours été aimable, serviable, qu'il appelait chère belle-sœur lors de tous les événements familiaux. Lui aussi était impliqué. « Montrez-moi les messages », demanda Elena, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Daniel fit défiler l'écran. Les conversations entre les frères étaient encore plus choquantes. Thomas ne se contentait pas de connaître le plan, c'était lui qui avait suggéré la méthode du poison. Il y avait même des plaisanteries macabres sur le fait qu'Elena était trop accro au travail et méritait un repos permanent. « Elle ne m'a jamais vraiment respecté », avait écrit Thomas dans un message datant de 2 semaines. « Elle m'a toujours traité comme un inférieur. Ce sera un plaisir de voir enfin l'entreprise entre des mains compétentes. » Elena lut cela 3 fois. Elle ne l'avait jamais traité comme un inférieur. Elle l'avait promu 2 fois en 3 ans. Elle avait augmenté son salaire au-dessus du marché. Elle lui avait confié des projets importants. Et c'était la gratitude qu'elle recevait. « Il y a une autre personne, » dit Carmen à voix basse. « Une femme. » Le monde d'Elena s'effondra de nouveau. Il a une liaison. Pas exactement. Daniel agrandit une photo sur la tablette. Elle s'appelle Nicole Bradford. 32 ans, avocate d'affaires. Elle a été engagée par Richard il y a 4 mois pour être la nouvelle conseillère juridique de l'entreprise. Mais ce n'est pas tout. Elena regarda la photo. Une femme belle, élégante, avec un sourire professionnel parfait. Elle se souvenait vaguement d'avoir vu ce visage lors d'une réunion. Elle est la fiancée de Thomas, compléta Daniel. Et elle aide les 2 frères à préparer toute la documentation juridique pour s'assurer qu'ils gardent tout après votre mort. La pièce se mit à tourner. Elena dut appuyer sa tête dans ses mains. 3 personnes. 3 personnes en qui elle avait confiance, qui travaillaient à ses côtés, qui s'asseyaient à sa table de dîner. Toutes conspiraient pour la tuer. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» murmura Elena. Carmen s'agenouilla à côté d'elle. « Vous n'avez pas été aveugle. Vous avez fait confiance. La confiance n'est pas une faiblesse, Madame Elena. Ce n'est pas votre faute. C'est la leur. » Daniel poursuivit. « Nicole est particulièrement prudente. Elle a préparé de faux documents qui seront utilisés pour contester votre testament au cas où quelque chose tournerait mal avec le plan du poison. Il y a aussi un faux rapport psychiatrique affirmant que vous étiez mentalement instable ces derniers mois. Si le poison ne fonctionne pas, ils tenteront de vous placer sous tutelle. » Elena releva brusquement la tête. « Sous tutelle. » « Oui. En prétendant que vous êtes incapable de gérer l'entreprise. Avec des témoins payés et des documents falsifiés, ils pourraient vous écarter légalement. Vous perdriez tout sans même avoir à mourir. » La colère revint de toute sa force. Elena se leva, le corps entier tremblant. Mais ce n'était plus seulement de la colère. C'était de la détermination. Il voulait la détruire? Alors il verrait de quoi elle était capable. « Combien de temps avons-nous » demanda Elena. « Richard rentre de voyage demain soir, » répondit Daniel. D'après les messages, il veut que Carmen commence à administrer le poison dès jeudi. Nous avons moins de 48 heures pour tout préparer. Elena se mit à marcher dans la pièce, le cerveau fonctionnant à pleine vitesse. Elle n'avait pas bâti un empire en étant passive. Elle n'était pas arrivée là où elle était en étant naïve. S'il y avait une chose que Elena savait faire, c'était planifier, exécuter et gagner. Carmen, tu vas continuer à faire semblant d'avoir accepté l'argent. Tu feras tout ce que Richard demandera, mais en utilisant des substances inoffensives. Il ne doit se douter de rien, dit Elena fermement. Daniel, j'ai besoin que vous installiez plus de caméras. Au bureau de l'entreprise, dans le bureau de Thomas, partout où ils peuvent se rencontrer et parler librement. Ça peut être risqué, avertit Daniel. S'ils découvrent les caméras avant que nous ayons suffisamment de preuves, ils avanceront le plan ou prendront la fuite. Alors ne les laissez pas découvrir. Elena le fixa. Vous avez dit que vous étiez bon dans votre travail. Prouvez-le. Daniel hocha la tête, impressionné par le changement de posture. La femme fragile d'il y a quelques heures avait disparu. À sa place se tenait l'entrepreneuse implacable qui avait bâti une fortune à partir de rien. Et il y a encore autre chose, poursuivit Elena. Je dois savoir exactement combien d'argent ils ont déjà déplacé. Chaque virement, chaque compte bancaire, chaque actif qu'ils ont tenté de cacher. Je veux que tout soit tracé. Cela prendra du temps et de l'argent, prévint Daniel. J'ai les 2. Elena prit son téléphone. Je vais engager les meilleurs auditeurs judiciaires du pays. Je veux que chaque centime qu'ils m'ont volé soit documenté. Et je veux savoir qui d'autre est impliqué. Il y a toujours plus de monde dans des combines comme celle-ci. Carmen observait tout en silence, impressionné. Elena ne se contentait pas de se défendre.
Elle préparait une contre-attaque. Il y a encore une chose. Elena s'arrêta de marcher et regarda Carmem droit dans les yeux. Quand tout cela sera terminé, quand ils seront en prison, vous aurez besoin de protection. Richard a parlé de déportation. Je vais vous fournir les meilleurs avocats en immigration. Vos documents seront régularisés, vous aurez une résidence permanente. Je vous le promets. Des larmes coulèrent sur le visage de Carmem. Madame Elena, je n'ai pas fait cela en attendant quoi que ce soit en retour. Je le sais. C'est précisément pour cela que vous le méritez. Elena serra les mains de la femme de ménage. Vous avez tout risqué pour sauver une étrangère. Cela ne sera pas oublié. Daniel s'éclaircit la gorge. Je déteste interrompre ce moment, mais nous devons discuter de quelque chose de crucial. Comment allez-vous agir quand Richard arrivera demain? Il s'attendra à ce que vous soyez normal. S'il remarque le moindre changement dans votre comportement, la moindre froideur, il peut se douter de quelque chose. Elena inspira profondément. C'était la partie la plus difficile. Elle devrait regarder dans les yeux l'homme qui planifiait de la tuer et agir comme si rien ne s'était passé. Elle devrait sourire, parler, peut-être même l'embrasser. L'idée la révulsait profondément. « Je peux le faire », dit Elena, plus pour elle-même que pour les autres. « Je peux le faire. » Ce sera le rôle de votre vie, avertit Daniel. Le moindre faux pas, le moindre regard de travers, et il saura que quelque chose a changé. Elena pensa à tout ce qu'elle avait construit. L'entreprise qui avait commencé comme un petit bureau et qui employait désormais plus de 1000 personnes. Les projets qui avaient transformé le paysage de la ville. L'héritage qu'elle comptait laisser. Elle n'allait pas laisser 2 hommes avides et une avocate corrompue détruire tout cela. Alors je vais lui donner le spectacle qui l'attend, affirma Elena. Et pendant qu'il pensera me tuer lentement, nous construirons le dossier parfait contre lui. Carmem et Daniel échangèrent un regard. Ils venaient d'assister à la naissance de quelque chose de dangereux. Elena Westwood n'était plus la victime innocente. Elle était désormais une adversaire redoutable. Et Richard n'avait aucune idée de l'enfer qui était sur le point de s'abattre sur lui. Cette nuit-là, Elena ne dormit que 3 heures. Elle passa le reste du temps à mémoriser chaque détail du plan, chaque nom impliqué, chaque preuve recueillie. Lorsque le soleil se leva le mercredi matin, elle regarda son reflet dans le miroir et vit une femme différente. Une femme qui connaissait la vérité. Une femme qui n'avait plus rien à perdre. Une femme prête pour la guerre. Richard rentra à la maison le jeudi à 7 heures du soir, portant une valise de voyage et un bouquet de roses rouges. Elena était dans le salon, feignant de lire des rapports de l'entreprise, lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Son estomac se noua, mais elle força un sourire et se leva. « Mon amour, tu m'as tellement manqué. » Richard traversa la pièce et l'embrassa sur les lèvres. Elena dut rassembler toute sa volonté pour ne pas reculer. C'étaient les lèvres d'un assassin. « Je t'ai apporté des fleurs. Elles sont magnifiques. » Elena prit le bouquet, sentant tout le poids de l'ironie. Des roses rouges. Le symbole de l'amour. Offerte par l'homme qui voulait la voir morte. Comment s'est passé le voyage? Fatigant, mais productif. J'ai conclu 3 nouveaux contrats. Richard desserra sa cravate. Et toi? Comment se sont passés ces jours sans moi? Tranquille. J'ai beaucoup travaillé. Elena garda une voix stable. Carmem a préparé ton plat préféré pour fêter ton retour. Au cours des 2 derniers jours, Elena était devenue une actrice parfaite. Chaque geste, chaque mot, chaque expression faciale était soigneusement calculée. Daniel avait installé des caméras dans toutes les pièces principales de la maison. De minuscules microphones captaient chaque conversation. Et Carmem, suivant les instructions de Richard, avait commencé à ajouter une poudre blanche dans les repas d'Elena. Mais cette poudre n'était pas du poison. C'était du sucre raffiné, totalement inoffensif. Daniel avait fourni des emballages identiques à ceux que Richard avait donnés à Carmem, en remplaçant simplement le contenu. Le plan était simple, laisser Richard croire que tout fonctionnait parfaitement pendant qu'il recueillait des preuves. Pendant le dîner, Elena observa Richard discrètement. Il était détendu, souriant, parlant de travail et faisant des projets pour le week-end. Comme si tout allait bien. Comme s'il n'empoisonnait pas sa propre femme à cet instant précis. « Tu manges peu », remarqua Richard en désignant son assiette. « Tu n'aimes pas la nourriture. » Daniel avait demandé à Elena de commencer à montrer de légers signes de malaise. Rien de dramatique, juste assez pour que Richard croie que le poison faisait effet. « Je me sens un peu étrange depuis hier. » Elena porta la main à son front. « C'est peut-être la fatigue. J'ai trop travaillé. » Les yeux de Richard brillèrent pendant une fraction de seconde.
De la satisfaction. Elena le vit clairement avant qu'il ne masque cela par une fausse inquiétude. Tu dois te reposer davantage, mon amour. Ça ne sert à rien d'avoir tout cet argent si tu ne prends pas soin de ta santé. Il prit sa main sur la table. Promets-moi que tu prendras quelques jours de repos. Je te le promets, mentit Elena en lui serrant la main. À l'intérieur, elle hurlait. À l'extérieur, elle était l'épouse dévouée et fatiguée. Après le dîner, Richard monta prendre une douche. Elena en profita pour aller à la cuisine, où Carmem lavait la vaisselle, les mains tremblantes. « Il y a cru ?» murmura Carmem dès qu'elle fut certaine qu'elles étaient seules. « Complètement, » répondit Elena à voix basse. « Tu as vu son visage quand j'ai dit que je me sentais mal ? Il était heureux, Carmem. Vraiment heureux. » Carmem ferma fortement les yeux. Quel genre d'homme fait ça à quelqu'un qu'il aime? Il ne m'a jamais aimé. J'étais seulement un moyen d'arriver à ses fins. Elena s'appuya contre le plan de travail. Daniel a réussi à obtenir les enregistrements d'aujourd'hui. Oui. Il a appelé il y a 1 heure. Il a dit que Richard a passé 3 appels pendant le voyage. 1 à Thomas, 2 à Nicole. Tous à propos du plan. Tout est enregistré. Elena acquiesça. Chaque jour qui passait, le réseau de preuves se renforçait. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Daniel avait été clair. Ils avaient besoin d'un aveu direct, de préférence avec tous les impliqués présents. Le vendredi, Elena alla à l'entreprise comme d'habitude. Thomas était dans son bureau lorsqu'elle passa dans le couloir. Il leva la main dans un geste amical. « Bonjour, Elena. Le week-end arrive, Dieu merci. » Elena s'arrêta et sourit. « Bonjour, Thomas. Comment avancent les préparatifs de ton mariage ? » Ça avance bien. Nicole s'occupe de tout. Les femmes sont meilleures pour ce genre de choses. Il rit. D'ailleurs, tu as reçu l'invitation ? Ce sera le mois prochain. Oui, je l'ai reçue. Je ne raterai ça pour rien au monde. Mentit doucement Elena. Le mois prochain, elle serait morte, selon leur plan. Le mariage serait la célébration parfaite après avoir éliminé l'obstacle appelé Elena. Génial. Nicole sera ravie de savoir que tu as confirmé ta présence. Elena continua son chemin, luttant contre l'envie de le confronter sur le champ. Mais elle ne le pouvait pas. Pas encore. Elle devait attendre le bon moment. Cet après-midi-là, Daniel demanda à rencontrer Elena dans un café discret, loin de l'entreprise. Il arriva avec une épaisse chemise de documents. « J'ai obtenu quelque chose d'important. » Daniel posa la chemise sur la table. Des auditeurs judiciaires ont retracé des mouvements suspects sur les comptes de l'entreprise au cours des 8 derniers mois. Thomas a détourné presque $1 demi-million en utilisant de fausses factures de fournisseurs inexistants. Elena feuilleta les documents. Tout était là. Reçus, virements, sociétés écrans créées pour blanchir l'argent volé. Il se préparait financièrement pour le moment où il prendrait le contrôle, murmura Elena. Il voulait un matelas de sécurité au cas où quelque chose tournerait mal. Exactement. Et il y a plus. Daniel ouvrit une autre section de la chemise. Nicole Bradford a un passé intéressant. Elle a été licenciée de 2 cabinets d'avocats précédents pour conduite non éthique. Falsification de documents, corruption de témoins. Elle est spécialiste pour faire passer des crimes pour des actes légaux. Elena frissonna. Richard n'avait pas choisi Nicole par hasard. Il avait cherché précisément quelqu'un ayant de l'expérience dans des activités illégales. Quand est-ce qu'on agit ? Demanda Elena. Pas encore. Nous n'avons pas l'aveu direct dont nous avons besoin. Nous avons des preuves circonstancielles, des documents, des messages. Mais un bon avocat peut prétendre qu'ils ont été sortis de leur contexte. Expliqua Daniel. Nous avons besoin d'un moment où les 3 sont ensemble, parlant ouvertement du meurtre. Quelque chose d'indiscutable. Comment allons-nous provoquer ça ? Daniel sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Tu vas organiser une fête. Elena fronça les sourcils. Une fête. Une fête de célébration. Annonce que tu vas prendre de longues vacances, que tu te sens fatigué et que tu as besoin de te reposer. Invite des personnes proches. Richard, Thomas et Nicole se sentiront en sécurité, ils penseront que le plan fonctionne parfaitement. Daniel se pencha en avant. Et pendant que tout le monde sera distrait par la fête, ils se réuniront dans un endroit privé de la maison pour célébrer entre eux. C'est là que nous les attraperons. Elena réfléchit à l'idée. C'était risqué. Mais aussi brillant. Quand faisons-nous ça ? Samedi soir. Demain. Plus vite, mieux ce sera. Tu as déjà commencé à montrer des symptômes de malaise.
Si on attend trop, Richard pourrait vouloir que tu consultes un médecin, et là les choses se compliqueraient. Elena acquiesça. Je vais tout organiser dès aujourd'hui. Ce soir-là, pendant le dîner, Elena annonça d'un ton détaché, je pensais faire une petite réunion demain soir. Quelques personnes de l'entreprise, des amis proches. Rien de très élaboré. Richard s'arrêta, la fourchette en l'air. Une occasion spéciale. En fait, oui. Elena feignit l'hésitation. J'ai décidé de prendre des vacances. Peut-être 2 mois. Tu avais raison, mon amour. Je travaille trop et ma santé en souffre. Je veux annoncer que je vais m'éloigner temporairement de l'entreprise. Le sourire qui apparut sur le visage de Richard fut cette fois authentique. Mon amour, c'est une décision merveilleuse. Je suis tellement fier de toi pour avoir donné la priorité à ta santé. Alors tu penses que je devrais faire la fête? Absolument. Fait-on ça. Et ne t'inquiète de rien. Thomas et moi nous nous occupons de l'entreprise pendant que tu te reposes. Richard se leva et embrassa son front. Tu le mérites. Après que Richard monta dans la chambre, Elena envoya un message codé à Daniel. Piège prêt. Demain soir, ils vont tomber. La réponse arriva quelques secondes plus tard. Nous serons prêts. Toutes les caméras et tous les microphones seront actifs. Il n'y a aucune échappatoire cette fois. Elena rangea son téléphone et regarda par la fenêtre du salon. La ville brillait au dehors, pleine de vie et de mouvement. Dans 24 heures, sa vie changerait complètement. D'une manière ou d'une autre. Carmen entra dans le salon avec une tasse de thé. Pour vos nerfs, Madame Elena. Merci. Elena accepta la tasse. Demain, tout se termine, Carmen. D'une manière ou d'une autre. Je le sais. Carmen s'assit à côté d'elle. Et quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Elena serra la main de la femme de ménage. Au cours des derniers jours, cette femme qu'elle connaissait à peine était devenue sa seule véritable alliée. Tandis que son mari et son beau-frère planifiaient sa mort, une étrangère risquait tout pour la sauver. Parfois, la loyauté vient des endroits les plus inattendus. Demain serait le jour de la vérité. Et Elena était prête à affronter quoi que ce soit. Le manoir était rempli d'invités lorsque l'horloge marqua 8 heures du soir, ce samedi-là. Elena circulait parmi les convives avec une coupe de champagne à la main, souriant et conversant comme s'il ne s'agissait que d'une fête ordinaire. Mais sous sa robe élégante, elle portait un minuscule microphone directement relié à Daniel, qui surveillait tout depuis une camionnette garée à 2 pâtés de maison de là. Richard se tenait aux côtés de Thomas près du bar, tous deux riant d'une plaisanterie interne. Nicole Bradford discutait avec d'autres avocats de l'entreprise, impeccable dans sa robe noire. Pour tout observateur extérieur, il s'agissait d'une réunion normale de personnes prospères. Personne n'imaginerait que 3 de ces personnes célébraient un meurtre en cours. Elena avait planifié chaque détail. La fête comptait exactement 23 invités, un nombre suffisant pour paraître intime sans être vide. Carmen circulait avec des plateaux de canapés, mais en réalité, elle plaçait stratégiquement de petits microphones supplémentaires dans des vases et des arrangements floraux. Et le bureau privé de Richard, au 2e étage, où Elena savait qu'il finirait par se réunir, était équipé de 3 caméras cachées haute définition. À 9h15, Elena vit Richard faire un signe discret à Thomas. 5 minutes plus tard, Nicole s'excusa de la conversation et monta l'escalier. Elena sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment. Elle attendit encore 10 minutes avant de s'excuser auprès des invités, prétextant un léger étourdissement. Elle monta jusqu'à la chambre principale, stratégiquement située près du bureau de Richard. Daniel avait installé un petit moniteur à l'intérieur du dressing, où elle pouvait voir et entendre tout ce qui se passait dans le bureau voisin. Elena verrouilla la porte de la chambre, entra dans le dressing et alluma le moniteur. L'image apparut nette. Richard, Thomas et Nicole étaient assis confortablement dans le bureau, des verres de whisky à la main. Enfin seul, soupira Thomas. Ces fêtes sont tellement ennuyeuses. Mais nécessaires, répondit Nicole en croisant les jambes. Nous devons maintenir les apparences jusqu'à la fin. Richard s'enfonça dans son fauteuil en souriant. En parlant de la fin, je pense que nous y arrivons plus vite que prévu. Elle a annoncé ses vacances aujourd'hui. Elle ressent clairement les effets. Elena serra les poings. Entendre cela était encore pire que de lire les messages. Le poison fait effet, demanda Nicole, tout à fait naturellement, comme si elle parlait de la météo. Parfaitement. Richard but une gorgée de whisky. Carmen suit les instructions à la lettre. Encore 2 semaines et Elena fera une crise cardiaque parfaitement naturelle. Les médecins attesteront que c'était le stress et la surcharge de travail.
Personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Thomas rit. Et moi qui pensais que tu n'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Le courage. Richard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Ce n'est pas une question de courage. C'est une question de logique. Elena a construit un empire, mais elle ne sait pas déléguer. Elle ne sait pas faire confiance. L'entreprise pourrait être 3 fois plus grande si elle me laissait prendre les décisions importantes. Elle t'a toujours traité comme un employé, ajouta Thomas, le ressentiment clair dans la voix. Même en étant ton mari, elle ne t'a jamais donné le vrai pouvoir. C'était toujours elle aux commandes, elle prenant les décisions finales. Et avec moi, ce n'était pas différent, poursuivit Thomas. Elle ne m'a embauché que parce que tu l'as demandé, Richard. Mais elle m'a toujours vu comme inférieur. Chaque promotion était comme si elle me faisait une faveur immense. Nicole tapa légèrement sur la table. Messieurs, l'important est que dans 2 semaines tout change. Richard devient président et veuf éploré. Thomas devient vice-président officiel. Et moi, je garantis que toute la paperasse est parfaite. Le testament d'Elena, qu'elle a d'ailleurs signé sans vraiment lire il y a 6 mois, laisse 70% à Richard et le reste réparti entre des institutions caritatives. Elle a vraiment signé ? Demanda Thomas, surpris. Bien sûr. Je l'ai présentée comme une mise à jour de routine des documents de l'entreprise. Elle était tellement occupée qu'elle a simplement signé là où je lui ai indiqué. Nicole sourit avec satisfaction. C'est incroyable de voir à quel point des personnes intelligentes peuvent être négligentes. Richard retourna s'asseoir. Et le médecin légiste ? Nous sommes sûrs qu'il ne demandera pas des analyses toxicologiques plus approfondies ? Le docteur Patterson a déjà été généreusement compensé. Nicole ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. 50 000 $ pour signer le certificat de décès sans poser de questions gênantes. Il a des dettes de jeu. Il était désespéré. Elena ressentit une vague de nausée. Même le médecin était acheté. Ils avaient pensé à tout. Et la domestique ? Demanda Thomas. Carmen. Elle ne va pas parler ? Elle est clandestine, répondit Richard avec mépris. Je l'ai menacée de la faire expulser, elle et toute sa famille, si elle ouvrait la bouche. En plus, elle a déjà reçu 10 000 $. Elle est compromise. Si elle parle, elle ira elle-même en prison comme complice. Parfait. Nicole leva son verre. Alors nous sommes tous d'accord. 2 semaines et nous serons propriétaires d'un empire de 200 millions de $. Tous 3 trinquèrent en souriant, comme s'ils venaient de conclure une affaire parfaitement légitime. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit violemment. Elena entra, suivie de Daniel et de 2 policiers. Derrière eux, Carmen tenait une tablette montrant la retransmission en direct de la conversation qui venait d'avoir lieu. Le silence qui s'installa fut absolu. Richard laissa tomber son verre, le whisky se répandant sur le tapis coûteux. Thomas devint livide, figé sur sa chaise. Nicole tenta de dissimuler, mais Elena vit la panique dans ses yeux. Surprise, dit Elena d'une voix glaciale. La morte est revenue à sa propre fête. Elena, je peux expliquer, commença Richard, mais elle leva la main. Non, tu as déjà tout expliqué. Nous avons entendu chaque mot. Chaque détail de ton plan méticuleux pour m'assassiner. Elena s'approcha lentement de lui. 15 ans, Richard. 15 ans ensemble. Et tu me vends pour 200 millions. Tu ne comprends pas. Il tenta de s'approcher, mais les policiers firent un pas en avant. Je comprends parfaitement. Elena se tourna vers Thomas. Et toi? Je t'ai donné des opportunités. Je t'ai promu. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as payé en planifiant ma mort. Thomas n'arriva pas à répondre. Il se contenta de fixer le sol, vaincu. Nicole tenta un dernier coup. Tout ce que vous avez enregistré sans autorisation n'a aucune valeur légale comme preuve. Vous avez violé notre vie privée. Daniel sourit. En réalité, toutes les caméras sont installées sur la propriété d'Elena Westwood, qui a donné une autorisation complète. Et quant aux microphones, ils ont été placés par Carmen Santos, qui était sous la contrainte et menacée par vous. Elle est désormais témoin protégé. L'un des policiers s'avança. Richard Westwood, Thomas Westwood et Nicole Bradford, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, conspiration, falsification de documents, corruption et fraude d'entreprise. Richard tenta de s'enfuir, mais fut maîtrisé en quelques secondes. Thomas se mit à pleurer, suppliant. Nicole resta silencieuse, calculant mentalement ses options juridiques. Pendant qu'on leur passait les menottes, Elena se tourna vers Carmen, qui assistait à la scène depuis la porte. « Vous m'avez sauvé la vie », dit Elena en prenant les mains de la femme de ménage. « Je n'oublierai jamais cela.
Carmem avait les larmes aux yeux. Vous ne méritiez rien de tout ça. Personne ne le mérite, répondit Elena. Mais grâce à vous, justice sera faite. Les policiers emmenèrent les trois dehors. Richard criait que c'était une erreur, qu'il avait des avocats puissants. Thomas pleurait simplement. Nicole gardait la tête haute, planifiant déjà sa défense. En bas, les invités de la fête regardaient, choqués, tandis que 3 personnes étaient conduites menottées vers les voitures de police. Les flashs des caméras illuminaient la nuit. Des journalistes que Daniel avait appelés stratégiquement enregistraient tout. Daniel s'approcha d'Elena. Nous avons suffisamment de preuves pour les faire condamner pour des décennies. Les enregistrements, les documents financiers, les messages, tout. Ils ne s'en sortiront pas. Elena hocha la tête, épuisée mais soulagée. Et le docteur Patterson? Il a déjà été arrêté il y a 1 heure. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. Carmem posa une main sur l'épaule d'Elena. Vous devez vous reposer. Je sais. Elena regarda par la fenêtre, voyant les lumières des voitures de police s'éloigner. Mais pour l'instant, je veux juste rester ici et assimiler tout ce qui vient de se passer. La fête s'était terminée brutalement. Les invités étaient partis en silence, choqués par ce retournement dramatique. Le manoir était redevenu vide et silencieux. Elena s'assit sur le canapé du salon, Carmem à ses côtés. Daniel rangeait le matériel. C'est fini, murmura Elena. C'est vraiment fini. Oui. Carmem lui serra la main. Et maintenant, vous pouvez reconstruire votre vie. De la bonne manière. Avec les bonnes personnes. Elena regarda la femme de ménage qui était devenue sa plus grande alliée. Une femme pauvre, sans pouvoir, sans statut, avait vaincu 3 personnes riches et influentes uniquement grâce au courage et à l'honnêteté. Parfois, les héros viennent des endroits les plus improbables. Et la justice, lorsqu'elle arrive enfin, est plus douce que n'importe quelle vengeance ne pourrait l'être. 3 mois plus tard, Elena était assise dans son bureau rénové, en train de signer les derniers documents de la restructuration de l'entreprise. Les murs qui exposaient autrefois des photos d'elle avec Richard affichaient désormais des paysages abstraits et des certificats de projets sociaux qu'elle avait lancés. La pièce avait une atmosphère complètement différente. Plus légère. Plus honnête. Carmem entra avec du café, mais elle portait maintenant des vêtements différents. Ce n'était plus l'uniforme d'une employée de maison. C'était un tailleur élégant, approprié à son nouveau poste d'assistante exécutive et de conseillère de confiance d'Elena. Les avocats ont appelé, dit Carmem en posant la tasse sur le bureau. La sentence a été confirmée. Richard a pris 25 ans pour tentative de meurtre et fraude. Thomas a reçu 18 ans. Nicole a perdu sa licence d'avocate et purgera 15 ans. Elena hocha lentement la tête. Elle ne ressentit aucun plaisir à cette nouvelle. Ni colère. Juste une sorte de paix silencieuse. La justice avait été rendue. Pas de la manière dont elle l'avait imaginé au début, mais de la bonne manière. Et l'argent détourné? Demanda Elena. Entièrement récupéré. Les auditeurs ont même trouvé des montants que vous ne saviez pas avoir été volés. En tout, presque 800 000 $. Le juge a ordonné que la somme soit utilisée pour créer un fonds de protection pour les travailleurs immigrés. Elena sourit. Cela semblait approprié. De l'argent volé par cupidité servirait désormais à protéger des personnes vulnérables, comme Carmem l'avait été. Et toi? Demanda Elena. Comment t'adaptes-tu à ta nouvelle vie? Carmem regarda ses propres mains, encore pas totalement habituée aux ongles soignés et à l'absence de callosité du travail pénible. C'est étrange. Bien, mais étrange. Ma famille a pu venir légalement dans le pays. Mes enfants sont inscrits dans de bonnes écoles. J'ai mon propre appartement pour la première fois de ma vie. Tu mérites tout cela et bien plus encore, dit Elena en se penchant vers elle. Sans toi, je serais morte. Tu as tout risqué alors que tu n'avais rien à gagner. J'avais ma conscience à gagner, répondit Carmem doucement. Je n'aurais pas pu vivre en sachant que j'avais laissé quelqu'un mourir alors que je pouvais l'empêcher. Il y avait chez cette femme une force tranquille qu'Elena admirait profondément. Carmem n'avait pas sauvé Elena en attendant une récompense ou une reconnaissance. Elle l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Cette intégrité était plus rare que des diamants dans le monde qu'Elena fréquentait. Daniel Foster entra dans la pièce quelques instants plus tard, portant une chemise de documents. Il était devenu consultant permanent en sécurité de l'entreprise, chargé de mettre en place de nouveaux protocoles pour éviter les fraudes internes. J'ai le rapport final des enquêtes, dit Daniel en posant la chemise sur le bureau. Nous avons découvert 5 autres employés impliqués dans des détournements de fonds mineurs. Tous ont déjà été licenciés et poursuivis. Elena feuilleta le rapport.
Chaque page révélait de petites trahisons, de petits vols passés inaperçus pendant qu'elle faisait aveuglément confiance à son entourage. J'ai appris une leçon difficile, admit Elena. Faire confiance est nécessaire, mais vérifier est fondamental. J'étais tellement concentré sur la croissance que j'ai oublié de protéger ce que j'avais déjà construit. Ne te culpabilise pas trop, dit Daniel. Des personnes malveillantes existent partout. L'important, c'est que tu as maintenant des systèmes pour les identifier avant qu'elles ne causent des dommages graves. Elena referma la chemise. Et la nouvelle équipe de direction? Excellente, répondit Daniel avec un sourire. Les 3 personnes que tu as promues pour remplacer Richard et Thomas sont compétentes et éthiques. Elles ont passé des vérifications complètes d'antécédents. Et surtout, elles ont bien compris que la transparence est désormais une valeur non négociable dans cette entreprise. Carmem se leva. J'ai une réunion avec le département des ressources humaines dans 10 minutes. Nous allons mettre en œuvre le nouveau programme de protection des employés. Parfait. Tu peux y aller. Merci, Carmem. Après le départ de Carmem, Daniel resta encore quelques minutes. Puis-je te poser une question personnelle? Demanda-t-il avec hésitation. Bien sûr. Comment gères-tu tout cela émotionnellement? Découvrir que ton mari voulait te tuer, que ton beau-frère a conspiré contre toi, que des personnes en qui tu avais confiance étaient des ennemis. Ce n'est pas facile à surmonter. Elena prit une profonde inspiration. C'était une question juste. Durant les premières semaines après les arrestations, elle dormait à peine. Elle voyait le visage de Richard partout. Elle remettait en question chaque souvenir, chaque moment heureux du mariage, se demandant ce qui était réel et ce qui était mensonge. J'ai fait une thérapie, admit Elena. 3 fois par semaine. J'en fais encore. J'ai appris qu'une trahison de ce niveau laisse des cicatrices profondes. Mais j'ai aussi appris que je ne peux pas laisser leur méchanceté définir qui je suis. C'est très mature. Ce n'a pas été facile d'arriver à ce point, dit Elena en regardant par la fenêtre la ville au dehors. Il y a eu des jours où je ne voulais que me venger. Je voulais les détruire complètement, les faire souffrir autant que j'ai souffert. Mais j'ai alors compris que cela ferait de moi leur égal. Daniel hocha la tête. La justice que tu as cherchée était légale, pas personnelle. Cela fait toute la différence. Exactement. Ils paieront pour leurs crimes, mais je ne passerai pas ma vie à nourrir la haine. J'ai décidé d'utiliser cette expérience pour construire quelque chose de meilleur. Pour être une chef d'entreprise plus consciente, une dirigeante plus présente, une personne plus attentive. Tu le fais déjà, dit Daniel en désignant la pile de projets sur le bureau. Le programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs, le fonds pour les femmes victimes de violences domestiques, l'audit éthique dans toutes les entreprises partenaires. Ce sont de vrais changements. Elena sourit légèrement. Frôler la mort te donne une perspective différente sur ce qui compte vraiment. Daniel se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Tu sais, en 20 ans d'enquête, j'ai vu de nombreux cas de trahison et de conspiration. Mais j'ai rarement vu quelqu'un en sortir avec autant de dignité que toi. C'est inspirant. Après son départ, Elena resta seule avec ses pensées. Elle sortit d'un tiroir d'une vieille photo. C'était elle à 25 ans, fraîchement diplômée, tenant les clés du premier petit bureau qu'elle avait loué pour démarrer son entreprise. À l'époque, elle n'avait rien d'autre que de l'ambition et de la détermination. D'une certaine manière, cette jeune femme existait encore en elle. Mais elle était désormais plus sage, plus prudente, plus consciente que le succès sans intégrité est un château construit sur le sable. Un assistant frappa à la porte. Madame Westwood, la journaliste du magazine économique, est arrivée pour l'interview. Faites-la entrer. La journaliste était jeune, enthousiaste, les yeux pleins d'admiration. Madame Westwood, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Votre histoire inspire des milliers de femmes entrepreneurs. Elena sourit. Ce n'est pas une histoire que je voulais vivre, mais puisque je l'ai vécue, je peux au moins la transformer en quelque chose d'utile. Pendant l'entretien, Elena parla ouvertement de la trahison, de la tentative de meurtre, de la façon dont une employée avait sauvé sa vie. Elle parla des signes qu'elle avait ignorés, de l'importance des systèmes de sécurité, de ne jamais faire aveuglément confiance, même à ceux que l'on aime. Quelle serait votre principale leçon pour les autres femmes en position de leadership? Demanda la journaliste à la fin. Elena réfléchit soigneusement avant de répondre. J'ai appris que le pouvoir attire autant la loyauté sincère que la fausseté déguisée. La différence réside dans ceux qui te soutiennent quand tu es vulnérable, pas quand tu es forte. Carmem m'a aidé quand je n'avais rien à offrir, quand j'étais faible et empoisonné. Elle ne voulait ni argent ni statut. Elle voulait faire ce qui était juste. Ce sont ces personnes qui méritent d'être dans ton cercle intime. C'est très profond. La vie enseigne des leçons profondes quand on y prête attention, sourit Elena. Et j'ai appris autre chose.
Ne jamais sous-estimer les gens en fonction de leur position sociale. L'employée pauvre a sauvé la millionnaire riche non pas parce qu'elle avait des ressources, mais parce qu'elle avait du caractère. Au final, c'est cela qui définit qui nous sommes. La journaliste éteignit l'enregistreur. Merci. Ce sera notre article de couverture. Après son départ, Elena retourna à la fenêtre. En bas, elle vit Carmen sortir de l'immeuble, parlant joyeusement au téléphone, probablement avec ses enfants. Une femme qui, quelques mois plus tôt, nettoyait des maisons et vivait dans la peur d'être expulsée marchait maintenant la tête haute, sûre de sa valeur. Elena prit son téléphone et envoya un message à Carmen. « Dîner chez moi ce soir ? Je veux que tu amènes ta famille. » La réponse arriva rapidement. « Ce sera un honneur. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, Elena réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle avait perdu un mari qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Perdu un beau-frère qui l'avait toujours envié. Mais elle avait gagné une amie véritable. Gagné une clarté sur sa propre valeur. Gagné le courage de reconstruire sa vie sur des bases plus solides. L'argent était toujours là. L'entreprise était plus forte que jamais. Mais elle savait maintenant que ces choses n'étaient que des outils, pas un but. Le véritable trésor se trouvait dans les bonnes personnes à ses côtés. Dans l'intégrité que l'on conserve même quand personne ne regarde. Dans le courage de faire ce qui est juste quand il est plus facile de faire ce qui est mal. Carmen avait eu raison ce jour-là. Elle n'avait pas gagné de l'argent en sauvant Elena. Elle avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle avait conservé son humanité intacte. Et Elena, qui avait failli tout perdre, possédait désormais quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter. La paix intérieure et de véritables amitiés. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce rebondissement et depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. Des histoires réelles comme celle-ci nous rappellent que le caractère vaut plus que n'importe quelle fortune. Et que parfois, les véritables héros apparaissent dans les endroits les plus inattendus.